une toute petite maison de 17 mètres carrés au rez-de-chaussée, de 17 mètres carrés à l'étage, et il n'y avait pas de salle de bain. La France a tremblé lorsque, en quelques minutes, une photo volée a dévoilé l'impensable. Michel Onfray, le pourfendeur des illusions amoureuses, enlacé dans un geste intime avec Karen Cheryl. Comment l'homme qui rejetait le romantisme a-t-il pu basculer ainsi? Que s'est-il vraiment passé ce soir-là pour que la vérité éclate et renverse tout ce que l'on croyait connaître de lui? Lorsque l'image a commencé à circuler de téléphone en téléphone, les rédactions se sont affolées, incapables de comprendre comment une histoire aussi improbable avait pu leur échapper si longtemps. Et pourtant, derrière ce cliché fugace se cachait une vérité bien plus vaste. Une vérité patiemment tissée dans l'ombre pendant près de 2 ans, comme si Michel Onfray avait appliqué à sa vie intime les mêmes stratégies méthodiques et rigoureuses qu'à ses traités philosophiques. Car ce que personne n'imaginait alors, c'est que cette relation n'avait rien d'un écart passager. Elle était le résultat d'une construction secrète presque clandestine, où chaque geste, chaque déplacement, chaque silence avait été calculé pour échapper au regard public. Dans un monde saturé d'images, où le moindre sourire devient une preuve et la moindre rumeur un scandale, Michel Onfray avait réussi l'impossible. Aimer sans témoin, aimer sans trace. Tout commença bien avant la photo, à une époque où les premiers signes auraient pu alerter les observateurs les plus attentifs, mais où personne n'avait voulu les voir. Des absences injustifiées dans son agenda, des conférences provinciales prolongées sans raison apparente, des voyages éclairs à des heures étranges, des hôtels où il s'enregistrait sous des pseudonymes soigneusement choisis. Tout cela formait un puzzle que seule la lumière brutale du scandale permettrait plus tard d'assembler. Karen Cheryl, de son côté, avait commencé à se retirer de la scène médiatique, prétextant une fatigue passagère ou un besoin de repos, laissant derrière elle les plateaux de télévision et la frénésie des tournages, auxquels elle était pourtant habituée depuis des décennies. Certains y avaient vu un simple recul professionnel, d'autres un signe de lassitude, mais personne n'avait soupçonné que cette discrétion nouvelle était en réalité le prix d'un amour tenu à distance du monde. Leurs rencontres se faisaient dans des maisons isolées, souvent à la campagne, choisies précisément pour leur anonymat, des lieux oubliés des paparazzis, où les volets fermés et les chemins boueux offraient un refuge improbable à un philosophe iconoclaste et à une ancienne star de variété. Là, loin du tumulte parisien, ils pouvaient ne cesser de jouer leurs rôles respectifs, oublier l'image, le discours, les injonctions contradictoires de leurs univers publics. Pourtant, même dans cette tranquillité fragile, la menace d'être vus planait toujours. Alors ils redoublèrent de prudence. Téléphones éteints, voitures laissées à distance, trajets fractionnés, horaires décalés. Quelques rares amis dans la confidence servaient parfois d'intermédiaires, prévenant l'un ou l'autre, organisant les points de rencontre, veillant à ce qu'aucune trace ne subsiste. Ce cercle minuscule, soudé par une loyauté presque archaïque, parvenait à maintenir le secret, comme si l'amour ne pouvait se dire qu'à voix basse, à l'abri du monde. Mais tout secret porte en lui sa propre fragilité, et celui-ci n'échappait pas à la règle. Il suffisait d'un instant de relâchement, d'un geste trop tendre, d'une seconde d'inattention pour fissurer le mur méticuleux qu'ils avaient érigé. Ce soir-là, dans cette station balnéaire réputée tranquille, ils avaient cru pouvoir dîner sans crainte, portés par la douceur d'une soirée ordinaire, persuadés que personne ne les reconnaîtrait, que l'obscurité complice les protégerait. Mais un objectif discret, un déclic presque silencieux, et tout bascula. La photo, capturée dans un angle à peine croyable, montrait un bras frôlé, un regard échangé, suffisamment pour trahir des mois de dissimulation. D'abord transmise en catimini à quelques rédactions hésitantes, elle fut ensuite partagée avec une rapidité fulgurante, déclenchant un séisme médiatique dont ils n'avaient pas anticipé l'ampleur. Car cette image ne révélait pas seulement un amour secret, elle remettait en cause toute l'architecture publique construite par Michel Onfray, son rejet du romantisme, sa critique de la société du spectacle, son appel incessant à l'indépendance affective. La France ne comprenait plus. Les réseaux s'enflammèrent, les débats se multipliaient. On l'accusait de contradiction, d'hypocrisie, de faiblesse, alors que d'autres y voyaient enfin l'homme derrière le penseur, le cœur derrière le discours. Pendant que les plateaux tournaient en boucle, que des journalistes farfouillaient dans ces archives,
que des experts improvisés analysaient chaque mot qu'il avait prononcé sur l'amour, Michel Onfray, lui, restait silencieux. Mais ce silence, loin d'apaiser la tempête, ne faisait que l'amplifier. Ce que personne ne savait encore, c'est qu'il n'avait pas l'intention de détruire ce qu'il avait patiemment construit. Ni son œuvre, ni son amour. Il se préparait à parler, à tout révéler, et ce qu'il allait admettre publiquement ferait encore plus vaciller l'opinion que la photo elle-même. Car cette relation n'était pas seulement un secret d'amour, mais un choix assumé, un tournant intime, un bouleversement philosophique que personne n'avait vu venir. Lorsque Michel Onfray décida enfin de rompre le silence, la France retint son souffle, car personne ne savait quelle stratégie adopterait un homme qui avait passé sa vie à dénoncer les faux-semblants. Et pourtant, contre toute attente, il choisit la voie la plus désarmante. La vérité nue. En quelques phrases sobres mais d'une intensité fulgurante, il reconnut l'existence de la relation, confirma que cet amour n'était ni un accident ni une faiblesse, mais un choix profond, lucide, assumé. Cette confession frappa l'opinion de plein fouet, car elle bouleversait les catégories habituelles, défiant à la fois les attentes des médias et les préjugés d'une société qui exige de ses figures publiques une cohérence parfaite, presque surhumaine. D'un coup, l'homme austère, le critique implacable des illusions sociales, se révélait vulnérable, traversé par un désir tardif, et ce contraste fit naître un débat national, où se mêlaient admiration, incompréhension et jugement. Certains saluèrent de son courage, d'autres dénonçaient d'une contradiction insupportable. Mais ce qui n'avait pas encore éclaté au grand jour, c'était la véritable profondeur du séisme intérieur que cette révélation avait déclenché. Car si la France se passionnait pour l'histoire, si les plateaux s'embrasaient, si les rumeurs enflaient, derrière les portes closes, une transformation subtile mais décisive se jouait entre Michel Onfray et Karen Cheryl, désormais projetés au cœur d'un cyclone médiatique qu'ils n'avaient jamais souhaité affronter. Pour la première fois depuis 2 ans, ils ne pouvaient plus se réfugier derrière l'ombre, se cacher dans des maisons reculées ou disparaître dans des trajets discrets. Leur intimité devenait un champ de bataille public où chaque mot, chaque silence, chaque absence était interprété. Karen, habituée à la lumière mais non à ce type d'exposition, devait désormais affronter une avalanche de commentaires qui la réduisait tantôt à une manipulatrice, tantôt à une muse, jamais à une femme qui avait simplement fait un choix. Ses proches racontent qu'elle encaissait les attaques sans se plaindre, mais que certains soirs, seule dans son appartement, les voix du passé revenaient frapper à sa porte. Celles des tabloïds, des critiques féroces, des échos d'une carrière dont elle avait cherché à s'éloigner précisément pour trouver la paix. Pourtant, au centre du tumulte, elle tenait bon, convaincue qu'elle ne devait rien à personne d'autre qu'à elle-même et à l'homme qu'elle avait choisi d'aimer. Onfray, lui, observait ce déferlement avec une gravité nouvelle. Pour la première fois, il voyait les mécanismes médiatiques s'abattre non sur ses idées mais sur sa vie, et ce déplacement violent le déstabilisait profondément. Il comprenait que ses paroles publiques, aussi argumentées soient-elles, ne pouvaient n'un peu plus empêcher les interprétations sauvages, et il se retrouvait confronté à un paradoxe qu'il n'avait jamais anticipé. Comment protéger l'intime lorsque le monde exige de le décortiquer? Alors que les jours passaient, la pression s'intensifiait. Les journalistes scrutèrent leurs déplacements, les réseaux sociaux extrapolèrent à l'infini, et bientôt, une autre rumeur, encore plus déstabilisante que la première, surgit avec une insistance quasi obsessionnelle, celle d'un mariage imminent. Pour beaucoup, cette hypothèse relevait de l'absurde. Comment un penseur qui avait théorisé la critique du mariage comme institution normative pourrait-il accepter une union officielle? Les plateaux de télévision se déchaînaient, certains parlant d'un reniement idéologique, d'autres d'une évolution philosophique. Mais dans les milieux plus proches du couple, des confidences commencèrent à émerger. Depuis plusieurs mois déjà, Onfray aurait confié à de rares amis qu'il ne voyait plus l'amour comme une menace pour sa liberté, mais comme une forme de repos, une harmonie tardive qu'il n'avait jamais cru possible. De son côté, Karen aurait évoqué, à demi-mot, le désir d'une célébration simple, loin des projecteurs, non pour prouver quoi que ce soit au monde, mais pour donner à leur relation une place qu'aucun secret, aussi bien gardé soit-il, ne pourrait offrir. Ces révélations officieuses alimentèrent davantage encore la frénésie médiatique,
Les journaux commencèrent à spéculer sur des lieux possibles. Une abbaye normande, un manoir discret dans la Sarthe, voire une petite mairie de campagne choisie pour sa discrétion. Certains paparazzi affirmaient avoir surpris Onfray visitant une vieille propriété entourée de jardins. D'autres juraient avoir aperçu Karen entrant dans une boutique de couture parisienne. Chaque détail, souvent insignifiant, devenait une preuve potentielle, et plus les hypothèses se multipliaient, plus le couple semblait s'éloigner du contrôle de son propre récit. Leur histoire ne leur appartenait plus tout à fait. Elle était devenue un spectacle national, une fresque que chacun commentait, amplifiait, déformait. Et pourtant, au cœur de ce chaos, quelque chose de puissant et de silencieux continuait de se construire entre eux. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec les débats, les titres sensationnalistes ou les projections du public. Car pour la première fois, ils n'avaient plus besoin de se cacher. Cette liberté nouvelle, malgré sa brutalité, ouvrait un espace inattendu où un autre chapitre de leur vie pouvait commencer à s'écrire. Ce chapitre-là, personne ne pouvait encore l'imaginer, mais il allait, dans les semaines suivantes, bouleverser encore davantage l'image que la France se faisait du philosophe le plus imprévisible de sa génération. À mesure que la rumeur du mariage gagnait en intensité, une nouvelle dynamique, plus trouble encore, s'installa autour du couple. Car ce qui n'était au départ qu'un secret amoureux révélé par une photo volée devenait désormais un enjeu symbolique national, une sorte de miroir dans lequel la France projetait ses propres contradictions. Les médias, grisés par le vent du scandale, redoublaient d'efforts pour produire des informations exclusives, quitte à inventer, déformer, amplifier. Des titres sensationnalistes apparaissaient chaque matin. Onfray renonce à sa philosophie pour l'amour. Karen Sherrill brise les chaînes d'un penseur austère. Un mariage qui pourrait redéfinir l'image publique du philosophe. Dans les couloirs des rédactions, certains journalistes confessèrent plus tard qu'ils n'avaient aucune preuve solide, seulement des hypothèses recyclées, mais que le public en redemandait sans cesse, avide d'un feuilleton où se mêlaient amour, contradiction et célébrité. Tandis que les débats s'enflammaient, Karen Sherrill, malgré son expérience du monde du spectacle, fut confrontée à un type de violence médiatique qu'elle n'avait jamais connu. Les insinuations sur ses intentions, les moqueries sur son âge, les analyses cruelles de son passé artistique. Sur les réseaux sociaux, des internautes la réduisaient à un cliché. Tantôt la chanteuse déchue cherchant un dernier éclat, tantôt la manipulatrice attirée par la notoriété intellectuelle d'Onfray. Mais ce que ces jugements oubliaient, c'est que Karen, depuis des années, avait volontairement quitté les projecteurs pour construire une vie plus apaisée, loin des emballements médiatiques qui avaient marqué ses débuts. Affronter à nouveau cet ouragan ne faisait jamais partie de ses plans. Pourtant, elle se tenait droite, silencieuse, assumant le choix de ne pas se justifier à chaque attaque. Cette attitude déstabilisait encore davantage l'opinion. Comment une femme habituée à la scène pouvait-elle rester aussi tranquille alors que son nom était partout ? Certains y voyaient une forme de force tranquille, d'autres une stratégie calculée, mais la vérité était beaucoup plus simple et plus intime. Elle ne voulait pas donner au monde le pouvoir de définir sa relation. Michel Onfray, lui, observait la situation avec une lucidité douloureuse. Habitué aux polémiques intellectuelles, il découvrait qu'un débat sur sa vie privée était infiniment plus violent, plus intrusif, plus irrationnel que tout ce qu'il avait affronté jusque-là. Ses proches racontent qu'il passait de longues heures à relire certains de ses propres écrits, sur l'amour, la liberté, les illusions sociales, comme s'il cherchait à comprendre comment son propre discours pouvait servir d'arme contre lui. Ce questionnement ne le menait pas à la honte, mais à une prise de conscience inattendue. La vie, parfois, refuse d'entrer dans les cadres que l'on construit pour elle. Pour la première fois, il parlait moins comme un penseur et davantage comme un homme qui savait que les théories ne suffisent pas toujours à expliquer les élans du cœur. Pourtant, cette humanisation soudaine ne calmait pas la tempête, bien au contraire. Elle excitait toutes les curiosités, attisait toutes les spéculations. Certains affirmaient que ce mariage, s'il avait vraiment lieu, marquerait la fin d'une époque pour le philosophe, le passage d'un engagement intellectuel intransigeant à une forme de sagesse plus douce. D'autres y voyaient au contraire une abdication, une sorte de capitulation devant l'émotion. Les plateaux de télévision se remplissèrent de spécialistes autoproclamés, sociologues improvisés, philosophes de circonstance, chacun développant une théorie plus extravagante que la précédente. Pendant ce temps, dans leur intimité de plus en plus menacée,
Michel et Karen tentaient tant bien que mal de trouver un espace où respirer. Ils évitèrent les lieux publics, changèrent leurs habitudes, renonçaient à certaines sorties qui leur tenaient pourtant à cœur. Onfray confia à un ami qu'il avait l'impression d'être redevenu un fugitif, poursuivi non par la loi mais par les attentes insatiables du public. Karen, elle, lui rappelait avec douceur que malgré la violence extérieure, ils n'avaient plus besoin de se cacher, que ce qui pesait surtout sur leurs épaules n'était pas la peur d'être découverts, mais la peur d'être déformés. Le paradoxe était cruel. Quand leur relation était secrète, elle était libre. Maintenant qu'elle était libre, elle devenait étouffée. Leur quotidien se chargeait d'une tension nouvelle, faite de regards furtifs, de conversations tronquées, de silences où se mêlaient fatigue et détermination. Et pourtant, malgré le chaos, quelque chose d'inaltérable résistait. Une forme de confiance mutuelle qui ne semblait pas pouvoir être brisée par le tumulte extérieur. C'est précisément cette force tranquille, invisible aux caméras, qui inquiétait les médias autant qu'elle les fascinait. Car un couple qui ne se justifie pas, qui ne se déchire pas, qui ne se laisse pas happer par le scandale, devient immédiatement une énigme. Et plus ils tentèrent de protéger leur intimité, plus le monde voulait y accéder. Ainsi, à mesure que les semaines passaient, une autre question commençait à prendre forme, plus profonde, plus troublante, plus intime. Non pas vont-ils se marier, mais comment vivre lorsque le monde entier croit avoir un droit sur votre amour? Cette interrogation, encore silencieuse à ce stade, allait bientôt devenir le cœur même du drame qui s'annonçait, car ce n'était plus seulement leur histoire d'amour qui était en jeu, mais leur capacité à résister à l'énorme pression d'un pays entier, suspendu à chacun de leurs gestes. À ce moment du récit, alors que les spéculations sur un éventuel mariage atteignaient des sommets quasi hystériques, une nouvelle fissure commença à apparaître au cœur même de leur quotidien déjà fragilisé. Car ce qui pesait désormais sur leurs épaules n'était plus seulement la curiosité du public, mais une forme d'ingérence permanente qui s'immisçait dans chaque détail de leur vie. Les paparazzis, galvanisés par la promesse d'un scoop encore plus explosif, redoublèrent de zèle. Certains n'hésitèrent au plus à suivre leurs proches, à interroger leurs voisins, à se poster des heures durant devant les lieux qu'ils fréquentaient autrefois, espérant surprendre un signe, une invitation, un indice. Cette traque invisible mais constante créait un climat suffocant, dans lequel chaque pas pouvait devenir une information déformée, chaque geste un prétexte à un nouveau titre tapageur. Un soir, alors qu'ils tentèrent de dîner dans un petit restaurant discret de Montparnasse, un journaliste déguisé en client parvint à capturer, avec son téléphone dissimulé sous une serviette, un échange de regards tendres entre eux. La photo diffusée anonymement sur les réseaux fit immédiatement l'effet d'une nouvelle détonation. « Il prépare l'annonce officielle », intitulèrent certains sites. « La demande a déjà eu lieu », affirmèrent d'autres. En réalité, rien de tout cela n'était vrai. Ce soir-là, Michel et Karen parlèrent simplement de la difficulté de continuer à vivre normalement, de la fatigue accumulée, du poids d'une attention permanente que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé. Michel, d'ordinaire si ferme dans ses positions, avouait avec une honnêteté presque désarmante qu'il se sentait vulnérable, presque à découvert, comme si toute son existence intellectuelle était devenue transparente. Karen l'écoutait en silence, consciente que son propre passé de vedette l'avait préparé à certaines formes de pression. Mais qu'ici, la violence était d'une nature différente. Elle touchait à l'intime, au sensible, à ce que les êtres gardent normalement pour eux. Cette différence de vécu, loin de les éloigner, les rapprochait étrangement, comme si leur fragilité respective créait une zone de compréhension profonde que personne d'autre ne pouvait pénétrer. Mais plus cette complicité se renforçait, plus elle alimentait malgré eux la machine médiatique. Certains chroniqueurs commencèrent à analyser leur relation non plus comme un simple amour tardif, mais comme un phénomène sociologique, presque un acte politique. Onfray épouse la société du spectacle qu'il a pourtant combattue, affirmaient les uns. Il redéfinit le rôle du philosophe dans le monde moderne, prétendèrent les autres. Le couple devenait un symbole, un terrain de projection pour toutes sortes de discours qui n'avaient plus rien à voir avec la réalité qu'ils vivaient. Et ce décalage entre ce qu'ils étaient réellement et ce que la France imaginait d'eux
créa une nouvelle tension, plus subtile, plus sourde. Une confusion entre identité et représentation. Michel confia un jour à l'un de ses plus anciens amis qu'il avait l'impression de ne plus pouvoir se reconnaître dans ce que l'on disait de lui. Karen, elle, avança qu'elle se sentait parfois comme une actrice jouant dans un film dont elle n'avait jamais lu le scénario. Pourtant, malgré cette distorsion du réel, il trouvait à par moments des instants de répit. Une promenade au crépuscule dans un parc déserté, une lecture partagée en silence, un repas improvisé à la maison, loin du tumulte extérieur. Ces moments suspendus leur rappelaient que derrière le vacarme du monde, leur amour existait bel et bien, solide, entier, presque inviolable. Mais cette bulle fragile était constamment menacée. Un jour de décembre, alors qu'ils sortaient d'une librairie parisienne, ils furent surpris par une petite foule d'admirateurs, journalistes et curieux. Les flashs crépitèrent d'aussi violemment que Karen, éblouie, perdit l'équilibre et manqua de tomber. Michel se précipita pour la retenir, mais cette scène, capturée en direct par plusieurs caméras, fut immédiatement détournée. Karen vacille sous la pression. Le couple en crise, l'effondrement annoncé. La violence de ces interprétations les bouleversa plus qu'ils ne voulurent l'admettre. Ce soir-là, pour la première fois, Michel suggéra qu'ils pourraient moins quitter Paris pour quelques semaines, voire quelques mois, afin de reprendre le contrôle de leur vie. L'idée d'un exil temporaire les effleura, mais elle soulevait une autre question plus existentielle. Pouvait-on réellement fuir l'image que le monde vous imposait? Car même loin, même ailleurs, la rumeur continuerait de les suivre, comme une ombre fidèle. Pourtant, ce déclic marquait un tournant dans leur manière d'affronter la pression. Ils comprirent alors que pour survivre à ce tourbillon, il leur faudrait non pas se cacher, mais redéfinir la manière dont ils vivaient leur propre histoire. Ce changement intérieur, encore imperceptible pour le public, allait devenir dans les semaines suivantes le moteur d'une décision qui surprendrait jusqu'au plus proche du couple, une décision capable de renverser une nouvelle fois tout ce que l'on croyait acquis. Si cette histoire vous touche, si elle éveille en vous une forme de tendresse, de compréhension, ou peut-être même un écho de votre propre parcours, alors prenez un instant pour regarder au-delà du tumulte médiatique. Derrière chaque titre, chaque rumeur, chaque analyse trop rapide, il y a deux êtres humains qui cherchent simplement à vivre quelque chose de précieux, quelque chose que beaucoup d'entre nous souhaitent encore trouver. Un amour sincère, fragile, traversé par la peur, la joie et l'incertitude. Nous oublions souvent que ceux que l'on place sous la lumière restent des personnes comme nous, avec leurs hésitations, leurs blessures anciennes, leurs élans du cœur qu'ils n'avaient pas prévus. Michel et Karen ne sont pas des personnages de fiction, mais deux vies réelles prises dans une tempête qu'ils n'avaient pas choisie. Et pourtant, malgré la pression, malgré les jugements, malgré le vacarme incessant, ils continuent d'avancer, de se soutenir, de transformer l'épreuve en chemin. C'est cette force silencieuse, cette humanité profonde, que je vous invite à voir, à ressentir et à respecter. Si vous pensez, vous aussi, que l'amour mérite d'être protégé, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour oser, pour choisir d'être vrai, alors montrez votre soutien. Likez cette vidéo, partagez-la à ceux qui croient encore en la beauté des histoires humaines. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre la suite de ce récit bouleversant. Votre geste, aussi simple soit-il, est une manière de dire que derrière chaque scandale apparent, il existe une vérité plus douce, plus fragile, qui mérite qu'on la regarde avec bienveillance. Laissez un commentaire, écrivez un mot de soutien ou un souvenir qui vous ressemble. Ensemble, créons un espace où l'on peut sentir, comprendre et aimer sans jugement.